Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette table ronde sur la thématique de la maîtrise des coûts IT en environnement hybride. Mission impossible, nous dit le titre, avec un point d'interrogation. Donc je vais juste me présenter rapidement. Yannick Puget, moi je suis DSI adjoint de DIMSA, c'est l'informatique de la MSA, deuxième organisme de protection sociale en France, et vice-président de la mêlée. J'ai le plaisir d'avoir des invités d'élite. Merci à tous ceux qui sont venus ici assister à cette table ronde. Et je vais juste poser le cadre du sujet en vous disant que les environnements hybrides, en fait, tout simplement, ça mêle des hébergements de cloud public, cloud privé, d'infrastructures locales dans des data centers, en tout cas dit legacy pour les initiés, qui sont aujourd'hui, en tout cas, la norme dans la plupart des entreprises. Ça offre flexibilité, résilience, agilité, mais ça transforme forcément aussi la façon dont on gère les coûts IT de nos entreprises. Et c'est sur ce point-là que nous allons échanger. Parallèlement, il y a aussi des entreprises qui sont dites full cloud. Ça veut dire que elles hébergent en fait leurs applications, leurs services sur des infrastructures sur du cloud public la plupart du temps. Et dans les deux cas de figure, de toute façon, il faut s'organiser pour assurer cette transition, parce que parfois, on est full cloud alors qu'on a été hybride auparavant. Et les témoignages aujourd'hui permettront d'illustrer tout cela. Et tout ça n'est pas c'est pas un interrupteur où on fait on-off. En fait, la vérité, c'est que quand on part d'un environnement très local et qu'on veut aller sur du full cloud, et qu'entre-temps, on est sur de l'hybride plutôt, pardon. Quand on est en hybride et qu'on migre des applications, parfois on laisse l'informatique locale avec un pourcentage de coût. Et donc, ce n'est pas parce qu'on migre une application vers du cloud public et qu'on a aussi du local qu'on a des coûts exactement les mêmes des deux côtés. Voilà, donc il faut optimiser tout ça et considérer aussi tout le panel d'outils qu'il existe côté full cloud, on y reviendra, des outils qui facilitent la vie de nos équipes. Là où en hybride, il faut de la pluridisciplinarité pour gérer tout cela. Voilà pour les quelques mots sur ce qui va nous occuper, et on va commencer par un tour de table pour que tout le monde puisse savoir qui est qui, un petit peu, au-delà des noms évidemment qui sont là. On va commencer on commencera dans l'ordre par Adrien, et peut-être dire aussi si vous êtes en hybride ou en full cloud aujourd'hui. Oui, merci Yannick. Donc Adrien Coussa, je suis directeur général et cofondateur d'Abraxio. Abraxio, on est un éditeur de logiciels. On est 3 anciens DSI qui faisons une plateforme pour les DSI et piloter notamment les coûts. Pas que, mais notamment les coûts. Aujourd'hui, on est dans un environnement full cloud. C'est une entreprise, une structure qu'on a créée il y a 6 ans et demi. Et j'ai bien connu l'hybridation auparavant. Et c'est des sujets dont on va pouvoir effectivement parler. Parfait. Donc Emmanuel Rousseau, je suis le président fondateur de l'Iséthique, et on est passé de effectivement hybride à aujourd'hui full cloud. L'Iséthique, c'est une société de location de matériel informatique auprès de plutôt grands clients et de mesure de l'empreinte environnementale et des usages réels des matériels au sein des entreprises par chacun des utilisateurs. Et donc effectivement, en étant en plus éditeur d'un logiciel et en traitant des données clients, on est passé du mixte à du full hybride, du full cloud. Full cloud. Oui, bonjour, Olivier Sigler. Donc moi, je suis DSI du groupe Pierre Fabre. Donc à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires. On opère dans 120 pays. Enfin, on exporte 120 pays et on opère dans 34 filiales. On est en hybride. Après 50-50 pour simplifier. Voilà, on va de plus en plus vers le cloud, et c'est un peu une cible, mais on sait qu'on gardera toujours de l'hybride, notamment parce qu'on a des labos de recherche avec une certaine proximité du edge. On a des usines. Il faut aussi pouvoir avoir de la proximité dans les usines. Et puis après, on a un réseau mondial qu'il faut suivre, et là qui est plutôt sur le cloud. Donc on a vraiment un mix aujourd'hui qui va s'amenuiser sur le côté traditionnel on-premise, mais qui restera hybride.
et donc des invités VIP qui sont à la fois en hybride et en full cloud. Et c'est pour ça qu'on va un peu hacker le titre de la table ronde. On parlera à la fois des coûts IT en full cloud et des coûts IT en environnement hybride. Alors Adrien, alors justement, tu l'as évoqué dans ta présentation, en fait, tu as connu des environnements hybrides et désormais donc vous fonctionnez chez Abraxio en full cloud. Est-ce que tu peux nous livrer un peu ton ressenti sur ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en full cloud? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, dans ce que j'ai connu, il y a aussi des organisations où j'étais au management IT dans des structures qui ressemblent par exemple à celle de Pierre Fabre, où on avait un vrai legacy. Des structures ont développé même nos ERP, donc aussi une vraie culture de l'IT interne et de cette capacité à développer nos propres outils et nos outillages. Et on a connu, donc je vous parle de ça il y a 10-12 ans, l'hybridation. L'hybridation a posé plein de questions et je pense qu'on pose aussi aujourd'hui. Alors, à la fois, alors un peu moins sur quelque part ce qu'on appelait les tailles de tuyaux, hein, parce que c'est une entreprise où il y avait beaucoup de données, donc la capacité aussi à aller faire de l'hybride et du cloud, c'est comment est-ce que je fais passer toutes ces données potentiellement le soir pour aller les alimenter, des problématiques de sécurité, mais en fait finalement les problématiques qu'on avait le plus rencontrées, c'était à la fois la transposition des coûts, souvent justement du CAPEX à l'OPEX, on va certainement y revenir après, et puis aussi dans l'accompagnement des équipes. La formation, la conduite du changement et autres. On avait par exemple toute une armée de sysadmins qui ont été encore là par la suite. Aujourd'hui, j'ai transitionné dans différentes entreprises jusqu'à avoir une entreprise full cloud. Pour être totalement transparent, l'entreprise qu'on a montée à Abraxio, on a la chance de créer une structure. Donc en créant une structure, on a cette liberté de ne pas avoir un legacy sur lequel, de toute manière, il faut s'appuyer. On n'aurait jamais pu avoir non plus le niveau de système d'information aussi bien interne que pour nos clients, parce que je le rappelle, on est éditeur, donc on met à disposition une plateforme et on se doit d'avoir les meilleurs niveaux de performance, la meilleure sécurisation que ce qu'on a fait aujourd'hui. Il nous aurait fallu, alors sur les plans ne serait-ce que financiers et pas que investissement, je dirais, matériel, mais même humain, des équipes rompues pour mettre à disposition le niveau de service qu'on a aujourd'hui en cloud. Et Catherine Gestin, ce matin, à la keynote, évoquait le fait qu'il y a tout un panel de services aussi autour de ces environnements full cloud. Mais est-ce que du coup, on ne déporte pas finalement un coût qui était sur une expertise des sysadmins dans des environnements plutôt legacy vers finalement un coût différent, mais qui s'applique plutôt à l'usage des services en environnement cloud? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu constates? Alors oui, mécaniquement oui, mais le ratio, je ne vais surtout pas donner des ratios concrets parce que ça dépend des structures et des organisations. Mais nous, dans ce qu'on a rencontré, ça peut être des ratios qui vont aller de 1 à 5. Si on avait fait l'investissement avec le sysadmin, avec les infrastructures ou autres, de ce qu'on a fait aujourd'hui, ça serait à peu près ces rapports-là. Il y a aussi après des méthodes, je dirais, de fonctionnement, des méthodes de déploiement, des habitudes prises. Typiquement, le cloud by design, il nous amène une sécurité aussi by design qui est extrêmement importante. Et la sécurité, en fait, c'est un parti pris, c'est juste indispensable, c'est immédiat. On est né aussi dans le monde nomade, donc du coup aussi avec tout cet enjeu de où travaillent les collaborateurs et donc pas de sujet de VPN ou autre sur ces sujets-là. Et sur les aspects structurellement purement du cloud, ça nous a amené aussi on va dire un niveau de qualité de SI immédiat, quelque part en simple clic, qu'il nous aurait fallu des mois et des compétences extrêmement importantes pour pouvoir monter. Et tu as évoqué la quantité des données qui transitent. Ça fait partie peut-être on va dire dans l'équation des coûts IT liés au cloud. Ça fait peut-être partie des sujets qui sont clés pour vous. Alors pour nous qui sont clés dans le sens où effectivement le fait d'avoir d'une certaine manière malgré tout la base de données proche du système applicatif lui-même, c'était indispensable. Là aussi dans la sécurisation des données, même si tout est HTTPS, ça n'empêche que si la base de données est au plus proche, c'est important. Il y a un point qu'on abordera peut-être aussi derrière, c'est que nous on fait du PaaS et pas du IaaS. Et ça aussi c'est un sujet qui était essentiel aussi pour nous dans la méthode, sur la manière de faire et de consommer du cloud. Merci Adrien. Donc toujours sur la thématique un petit peu de ces unités, de ces UO, on appelle ça des UO, en fait, des calculs de coûts liés à l'hybridation maintenant chez Pierre Fabre. Est-ce que Olivier, un peu comment ça se passe finalement quand on cohabite entre du legacy dont on sait qu'il faut maintenir et
et du cloud, sachant que parfois aussi il est question de double run, j'imagine, ou de choses comme ça. Oui, on a des... Sur la maîtrise des coûts, ce qui est assez compliqué, c'est que ça évolue très très vite. C'est-à-dire que classiquement, on avait des licences qu'on achetait, on payait de la maintenance, c'était assez prévisible dans le temps. Je parle des éditeurs. Hein. Aujourd'hui, les éditeurs sont d'une créativité très très forte. Et donc il y a des promesses de cloud, mais il y a aussi des vrais inconnus et des vraies inquiétudes en fait. Et donc sur les éditeurs, il y a le premier niveau d'inquiétude, les éditeurs SaaS, hein, c'est que non seulement on vend des coûts à la licence, mais on rajoute des unités d'œuvre métiers en fait, de plus en plus. Donc je prends 3 exemples. Hein. Nous, on sérialise les boîtes de médicaments, donc chacun a un numéro propre, etc. Et donc j'ai des coûts maintenant qui sont facturés à la boîte. En fait. Donc moi je ne maîtrise pas en tant que DSI le nombre de boîtes qu'on produit, donc c'est pas facile. C'est pareil si on a des logiciels autour de la R&D, ils indexent leur prix sur les montants de dépenses de R&D. Donc c'est un peu compliqué. Ou alors vous connaissez tous sur les achats aussi, il y a les coûts qui sont liés au montant d'achat acheté. Voilà. Donc c'est assez compliqué quand même de maîtriser ça. Bon, mais encore là ça va, on sait à peu près le faire. Mais la nouvelle dimension, on en parle un peu tout le monde, c'est que maintenant les éditeurs investissent énormément dans l'IA, commencent à vouloir facturer ce qu'ils ont investi. Et donc là, c'est des coûts au token, c'est des coûts au nombre d'appels de LLM par le logiciel qui apparaissent dans les contrats. Et là, je défie tout le monde d'arriver à prévoir ça précisément dans la maîtrise de ces coûts. Mais là, ça devient vraiment très, très, très compliqué de savoir un logiciel, combien de tokens en 2026 on va utiliser dans je sais pas quoi, la relation client ou la supply chain associée à ça. Donc on a une complexité aujourd'hui des coûts dans le cloud qui est quand même n'a rien à voir avec... donc voilà, il y a des économies, il y a des promesses, la scalabilité, l'agilité, etc. Mais vu d'un industriel, il y a une part d'inconnu qui est quand même assez stressante à gérer. Surtout que, en fait, alors c'est absolument pas un procès aux éditeurs, hein, mais c'est quand même que des fois les modèles économiques changent. Et en fait, parfois, on peut avoir aussi un nouveau mode de licence qui embarque l'IA, alors que à la base, on n'en avait pas forcément besoin sur, en tout cas, les workloads. Et on ne sait pas très bien comment les activer, on ne sait pas très bien ce qui crée la valeur ou ce qui n'en crée pas, et les métiers avancent très vite, donc nous on court derrière un peu parfois, donc moi je vois ça comme un truc qui crée de la valeur, qui valorise l'IT et la technologie, donc ça c'est bien, parce qu'on va tirer plus de valeur de l'IA, mais je vois aussi ça comme une zone d'incertitude et de difficulté à maîtriser, c'est le titre de la conférence d'ailleurs, tout à fait énorme dans les années qui viennent. Quoi. Et je me demande du coup, est-ce que de ce fait, la stratégie de la DSI, elle s'adapte? C'est-à-dire que si on, par exemple, tu citais le fait qu'il fallait savoir combien il y avait de... Enfin, une des UO était le nombre de boîtes de médicaments. Est-ce que du coup, on se dit ça, on va plutôt le mettre côté legacy que côté cloud parce que on maîtrise plus les métriques, ou en tout cas on est moins dépendant, ou est-ce que c'est une course plutôt en avant qui est difficile à maîtriser? En fait, mon rêve, c'est de pouvoir refacturer tout ça au métier, mais en fait, c'est assez compliqué. Quand c'est un métier précis, ça va. Quand il y a des choses qui sont très... Voilà, c'est plus complexe, en fait. Donc, en fait, j'ai pas de réponse claire à ta question. Je suis face au problème, là, je le vois venir, et je me dis, voilà, maintenant, il va falloir que je l'adresse. Donc, voilà, ça va monter en puissance, tout ça. Parfait. Il n'y a pas forcément de réponse parfois. Hein. Par contre, on rêve tous, les DSI, de refacturer au métier. Je suis obligé d'être d'accord. Emmanuel, chez Lizetic, on dit, hein, c'est bien Lizetic. Ça, hein, Lizetic. Donc vous évoluez en full cloud. D'après vous, quelles sont un peu les variables pour optimiser finalement ces coûts liés au cloud? D'abord, quand on a commencé, ce n'était pas le cas. On avait notre propre serveur. C'était lié aussi à la personne qui était là à ce moment-là, qui souhaitait plutôt l'avoir sur place, le maîtriser. Donc il y avait la sauvegarde sur place, il y avait la sauvegarde à distance, etc. Et puis sont arrivées d'autres personnes qui étaient habituées à travailler plutôt en cloud, etc. Et nous, en tant que petite société, parce qu'évidemment on n'a pas les problèmes
que peut avoir Olivier. Par contre, nous, ça nous a amené, une économie très claire, beaucoup de problèmes en moins et surtout une souplesse qu'on n'avait pas. Donc aujourd'hui, en tant qu'éditeur, c'est la prod, c'est le dev, c'est le test, etc. Des choses un petit peu techniques que moi j'ai appris parce que c'était pas du tout mon métier, mais pour vérifier que l'application qu'on développe est très bonne, il prend des serveurs très peu configurés. Donc ça montre tous les dysfonctionnements de l'application. Ensuite, il le monte sur des serveurs un petit peu plus puissants pour voir sur des grosses bases, etc. Ah, donc on graduelle finalement le sizing des infras en Par rapport aux phases du projet, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me faudrait un serveur pas très puissant pour faire les tests et pour vérifier que le code est bien fait, pour que l'application n'est pas... Il n'y a pas des trucs qui fonctionnent mal. Hein. Donc en fait, il sous-dimensionne ce qu'il achète en termes pour faire la partie dev. Et ensuite, on va grimper et en fonction du besoin, de la taille du client, etc., on va pouvoir complètement variabiliser le coût. Et donc effectivement, là pour le coup, refacturer le client à hauteur de ce dont on a besoin pour le produire et donc de ne pas avoir de la surdimension et d'être le plus souple et flexible possible en fonction du besoin réel, ce qui est un peu notre obsession chez nous. En tout cas, tu disais que c'était peut-être pas la même problématique suivant la taille de la DSI ou de l'entreprise, mais en tout cas, je pense que si, quand même un peu, parce que si, dans les adhérents SIGREF, par exemple, il y a la Banque Postale, qui n'est pas ici à cette table ronde, mais ils ont des services de capacity planning qui évaluent en fonction de ce qu'ils veulent qui évalue et qui optimise les coûts, il le dirait mieux que moi, avec un service de capacity planning dédié, certes. Donc, quand c'est plus petit, forcément, c'est plus peut-être des équipes qui le font. Mais on est toujours en recherche d'optimisation des coûts. Et ce que je comprends, c'est que c'est ce que vous faites pour que voilà, finalement, ces infra full cloud vous coûtent le moins possible. C'est aussi un service qu'on doit à notre client, c'est-à-dire ne pas prendre un canon pour tuer mouche, quoi. Quand il y a peu de données à traiter, etc., c'est d'adapter exactement ce dont on a besoin. Enfin, dans la partie RSE, éviter de consommer des choses dont on n'a pas besoin, etc. Nous, ça nous a amené cette souplesse-là, c'est-à-dire de pouvoir complètement variabiliser ce qu'on va produire pour un client, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on était avec nos propres serveurs sur lesquels on aurait dû investir, les maintenir, les changer régulièrement, etc., etc. Les mises à jour, je ne parle même pas de la sécurité, des sauvegardes, etc. Ah oui, il y a une notion aussi peut-être de rapidité, aussi de mise à jour et de... Ouais, là, pour nous, c'est que du gain. Alors, dans tout le gain, on a quand même un petit truc, c'est qu'on était chez OVH à Strasbourg quand ça a pris feu. Ah oui, ça, voilà. on peut en parler de ça. Tiens, c'était pas prévu, mais on peut en parler. Donc on a eu quelques sueurs. Donc ça nous a aussi mis le doigt sur quelque chose qu'on n'avait absolument pas anticipé, hein, clairement. Puisqu'en fait, on a... Je crois quand même, parce que je crois me souvenir que le backup était au même endroit, dans le même bâtiment que le nominal. Non, là, on a eu le max. Je crois que l'incendie a eu lieu un dimanche, quelque chose comme ça. Je sais pas. On a récupéré notre logiciel le mardi, 10 jours après. Donc le lundi, j'ai appelé le client en disant on est à Strasbourg. Donc il m'a dit écoute, c'est pas grave, merci de m'avoir prévenu. Je lui ai dit je te préviens dès que ça remet en prod. Et c'était 10 jours après. Mais pendant 10 jours, ça a été terminé. Donc du coup, ça nous a permis aussi de se poser sur le sujet. Et c'est reparti, parce que c'est ça qui est important. C'est aussi, on salue quand même nos amis d'OVH. Je pense que, parce que ça leur est arrivé à eux, mais ça aurait pu arriver à d'autres. Ça peut arriver à beaucoup, et puis je pense que ça a été des enseignements pour eux, comme aussi pour nous, dans le calcul et dans la résilience de nos infrastructures. Du coup, quand on parle de coûts, on parle soit de coûts d'OPEX et de CAPEX, donc soit de fonctionnement, soit d'investissement, d'immobilisation finalement. Adrien, du coup, est-ce que... parce que nous, souvent, dans les DSI, on a cette problématique. Qu'est-ce qu'on peut immobiliser? Qu'est-ce qu'on a en fonctionnement sur de l'OPEX? Et si on a cette problématique, c'est parce qu'en fait, de plus en plus, les contrats sont basés sur des abonnements et de moins en moins sur de l'acquisition. Et je voulais savoir si, du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez côté éditeur et comment pour vous ça se passe? Alors oui, fondamentalement, parce que c'est vrai que notre plateforme est
majoritairement, même si elle permet de faire tout un tas d'autres choses, de piloter les budgets. Donc on a 450 des directions informatiques qui pilotent leur budget dans Abraxio et qui ont cette vocation d'y amener de la visibilité, de faire du prévisionnel et de l'optimisation de prévisionnel, parce qu'ils ont tous ce cas du métier qui a la bonne idée en cours d'année, ou d'un prévisionnel RH où on avait dit qu'on allait recruter 300 têtes et finalement c'est 350 déjà en mai, les 350 personnes arrivées, il va bien falloir leur fournir des outils, des moyens de travailler, donc du coup acheter par exemple les PC qu'on n'avait pas prévus au stock. Donc c'est tout un ensemble de choses à prévoir et mécaniquement sur les années, la bascule de CAPEX à OPEX s'opère assez massivement, avec toutes les difficultés que ça peut amener dans les échanges avec la DAF, avec le contrôle de gestion, dans la gestion du cash flow de l'entreprise. Et donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de pédagogie, d'expliquer comment est constitué mon budget, qui le consomme, et donc de passer en mode service. Donc le sujet de la refacturation est un sujet, je dirais, dans 70% des cas de nos clients aujourd'hui, et la plateforme leur permet de les y conduire, en tous les cas d'amener cet axe de pédagogie. Parce que peut-être que vous avez peut-être des DSI qui vous appellent en vous disant mais on peut pas l'avoir, vous êtes sûr, on peut pas l'avoir en immobilisation votre produit? Ah mais je rêverais de pouvoir le faire, mais sauf que d'un point de vue comptable, ça serait absolument un mauvais conseil commercial, et donc c'est pas du tout notre mode de fonctionnement chez Abraxio. Ça nous est arrivé il y a 4-5 ans où il y avait encore un certain nombre de règles comptables suffisamment floues pour que quand on achetait à 3 ans ou autre, et selon les vocabulaires qu'on mettait sur les devis, sur les factures, ça pouvait passer, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que ça nous permet de mettre un niveau de service extrêmement haut. Ce que tu disais, Emmanuel, c'est tout à fait vrai. Alors à la fois sur les infrastructures ou autres, nous, à titre d'exemple, alors on n'est pas chez OVH, mais on n'a pas connu ce cas-là. Moi, je me rappelle bien, c'était il y a 3 ans, on a eu un moment où un serveur info de Microsoft, 4h01 un matin, serveur crash, 4h05, il était up, remplacé. Techniquement, nos alertes critiques n'ont même pas eu le temps de fonctionner, que déjà il était remplacé. Donc c'est aussi ça ce que ça nous amène quand même comme service, ce système-là. De souplesse et de l'agilité, et de nous de garder un rythme qui a toujours été le nôtre dans un cadre de service fourni à nos clients, c'est de délivrer des features tous les mois, et ça on continue à le faire, et donc du coup de déployer pour 100% de nos clients le même niveau de qualité de service, ce qui ne serait pas le cas en on-prem. Mais c'est vrai que du coup, ça reste des coûts effectivement OPEX, donc du service. Et c'est ce passage en mode service qui est important chez nos clients. Et ça marche sur n'importe quoi, hein. Typiquement, on a le sujet sur, par exemple, je vais vous donner un dernier exemple, peut-être pour vous laisser passer à autre chose, mais sur quelque chose de très concret, le poste de travail. Le poste de travail, ça peut être simplement considéré comme la machine, le PC. Beaucoup de nos clients passent, le poste de travail en mode service pour leurs clients internes. C'est non, c'est pas que le PC, c'est la licence, je sais pas, Office intégré dedans, c'est l'écran, c'est la souris, c'est peut-être le bureau, voire les mètres carrés du collaborateur. Et comment on refacture ça après en interne. Et si je disais ça aussi, c'est parce que peut-être que quand on est en relation commerciale, on se dit mince, ce client-là, on l'aurait si on avait cet autre modèle. C'était de là que venait ma question en fait. Ouais. C'était aussi en termes de prospects. Ouais. Merci pour ces éclairages. Olivier, à la DSI de Pierre Fabre, le sujet de l'immobilisation, donc des CAPEX, enfin, je suis forcément en résonance là-dessus parce que ça nous concerne aussi pour le coup, et sans doute présent. Et on constate aussi que les règles comptables, elles évoluent également. Alors comment tout ça se gère et comment on le vit au quotidien? Effectivement, elles évoluent. Et du coup, comme on va de plus en plus dans le cloud, etc., l'impact est vraiment important chez nous, en fait. Moi, en pilotage, je pilote avant tout mes dépenses, donc mon cash out, hein, donc c'est mes projets, mon run, mes partenaires, éditeurs ou infogérants. C'est des grandes masses autour de ça. Et traditionnellement, quand on avait du on-premise, on pouvait immobiliser largement les projets. Et donc, mon cash-out, pour le traduire en PNL, et moi, direction générale, surveille mon PNL, moins mon cash-out, enfin un peu les deux, mais beaucoup mon PNL. Donc, je pouvais immobiliser les projets nouveaux et j'avais les amortissements des projets du passé. Avec les nouvelles règles comptables qui sont mises en place il y a 3 ans, IFRS, etc., cette part de projets immobilisés a fondu. Fortement, puisqu'on n'a plus le droit d'immobiliser une bonne partie des activités autour des projets SaaS. Mais quand je dis fondu, c'est vraiment fondu, quoi. C'est divisé par 4, hein, comme ça. Donc aujourd'hui, j'immobilise beaucoup moins de choses, mais j'ai tous les amortissements des projets passés, en fait.
Et donc aujourd'hui, j'ai une espèce de squeeze ou de double peine au choix, en disant que les nouveaux projets, je ne peux plus les immobiliser, donc ils arrivent directement dans mon PNL, et j'ai des millions d'euros d'amortissement des projets passés qui sont toujours là. Et donc j'ai vraiment une grosse difficulté voilà. Et donc cette année, on m'a dit qu'il y avait encore un changement, je pouvais encore donc, voilà, les normes comptables évoluent, c'est très bien pour les comptables, mais pour nous à vivre, c'est vraiment très pénible en fait au quotidien. Ouais, c'est sûr. Et puis pour ceux qui se poseraient la question, mais dans ce cas-là, pourquoi pas tout envoyer dans le full cloud? En fait, la vérité de nos DSI, c'est que sur une machine physique donnée, il y a X partie du SI. Et forcément, même si on en envoie une dans le cloud, la machine est toujours là avec les autres parties du plat de spaghetti que représentent chacune des grandes DSI qu'on peut vivre au quotidien. Donc du coup, il y a cette mécanique qui reste sur les amortissements notamment. Et sur la stratégie, ça vous pousse finalement à aller plus vite vers le cloud ou ça ne joue pas? Non, non moi, la stratégie cloud, pas cloud, c'est vraiment lié aux besoins, des besoins d'agilité, aux besoins de présence physique, de proximité dans les usines et labos. C'est vraiment ça qui drive les éléments. C'est plutôt une contrainte que je vis qu'une stratégie en fait. Et peut-être des contraintes liées à la sécurité, comme l'évoquait Catherine. Voilà, l'agilité, la sécurité. Voilà. Il y a un mouvement de fond et on y va, mais on se repose la question effectivement des différentes modes autour de ça et de la capacité à maîtriser ça. Donc, ok, merci Olivier. Emmanuel, est-ce que en complément de cette offre que vous proposez en SaaS et en mode cloud, est-ce que vous envisagez des installations, on va dire on-premise, en tout cas de créer de l'hybride chez vous? Et est-ce que vous y voyez des optimisations pour le futur? C'est un sujet qu'on s'est posé sur l'application parce que notamment tout l'environnement public aujourd'hui, tout ce qui est budget de fonctionnement, donc SaaS, donc location, tout ça, c'est juste impossible. Ou c'est très compliqué pour eux, c'est pas impossible, mais c'est compliqué pour eux. Donc la question s'est posée. Pour les changements de règles comptables, moi j'ai le bonheur en location de pouvoir faire ou du CAPEX ou du LOPEX, suivant ce que veut le client. S'il veut du CAPEX, on sait faire. S'il veut de l'OPEX, on sait faire. Alors ça, je m'arrête une seconde. Mais du coup, ça vient de la typologie de d'application que vous proposez? Non, pas pour l'application. Là, c'est plutôt pour les matériels. Ah, pour les matériels. Voilà. C'est en fait les règles IFRS. Il y a un petit astérix qui dit que tous les matériels qui sont loués et qui sont inférieurs à 5 000 € peuvent être déconsolidé, donc passer en OPEX, puisque par défaut, un contrat de location doit être mis en CAPEX, mais dans ce cas-là, peut être mis en OPEX, donc le client peut choisir. Alors juste pour, à la fois pour éclairer le public, mais pour m'éclairer aussi, je crois que vous faites que du refactoring ou il y a aussi du matériel neuf? Je ne sais plus là, j'ai un doute. Sur le matériel que vous louez? Alors, nous, on loue. D'abord, on ne choisit pas à la place du client, c'est le client qui choisit le matériel. Moi, je ne suis pas distributeur, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Donc, le client choisit son fabricant, négocie ses prix. En plus, les constructeurs ne veulent pas qu'on soit des intermédiaires. Et donc, on va louer le matériel que le client a décidé d'acheter. Donc, pour les grandes entreprises, principalement, c'est du neuf. Mais arrive aujourd'hui un concurrent du neuf, qui n'existait pas il y a un an, qui est du remanufacturing. Donc j'ai amené 2 machines pour les montrer à ceux qui souhaiteraient les voir. C'est des machines qui sont remises à neuf. Donc ça veut dire qu'elles repassent en usine, elles sont repeintes, les claviers réimprimés, pas de thermique changé. Elles sont, vous ne pouvez pas la différencier d'une machine neuve. Et on a réussi à convaincre les financiers, donc nos refinanceurs, ceux qui prêtent de l'argent pour qu'on puisse faire les contrats, les Francs Finance, les BP, CE, etc., qui ne voulaient absolument pas de matériel d'occasion dans leur contrat. Donc on leur a dit que c'était bien d'évoluer quand même, parce que ça allait arriver. Donc on a mis 5-6 mois avec Guillaume, le patron du refinancement, qui est l'ancien patron du refinancement d'Econocom, qui nous a rejoint il y a 3 ans maintenant. Il a réussi à les convaincre, et donc ces matériels-là, aujourd'hui, c'est un vrai concurrent du neuf. Et c'est impossible de voir la différence. Mais c'est 11 kg de CO2 contre 280 pour une machine neuve. Ouais, c'est sûr. Et je crois que ces opérations de refactoring, elles sont faites en plus à Toulouse, il me semble. Alors, nous, on en répare une grande partie à Toulouse. D'accord. À Borderouge, pour ceux qui sont du coin. À Borderouge, donc en plein centre de Toulouse, où effectivement on fait PC, smartphone, etc.
J'ai pas d'action, hein. C'est juste qu'on en a parlé avant et que du coup ça m'a étonné que ce soit fait aussi proche de nous. Est-ce que finalement on pourrait peut-être évoquer quels sont vos défis à venir pour chacune de vos organisations parce qu'on a des typologies d'organisations, vous l'avez compris, très différentes. Est-ce qu'il y a des défis pour vos entreprises et liés à ces coûts IT ou liés aux plateformes sur lesquelles vous travailler, que ce soit le cloud ou sur le legacy pour ceux qui sont concernés. Et si je pose la question lentement, c'est parce que celle-là, elle n'était pas prévue. Ça permet à tout le monde de se préparer. Peut-être, je ne sais pas qui veut commencer. Alors, moi, en tant que producteur de solutions, parce qu'effectivement, l'application qu'on a mise en œuvre, c'est d'essayer de fournir aux clients un outil de monitoring de tout ce qu'ils payent à l'usage, en mode SaaS, en mode usage, avec des UO de facturation, en disant, vous avez signé un contrat, à l'intérieur, il y a des métriques, vous recevez des factures, et je peux vous le dire, il n'y a pas toujours la bonne corrélation entre les deux. C'est-à-dire que alors je parle des grands éditeurs, etc. On ne va pas vous expliquer ce que vous n'utilisez pas dans la facture. On va vous dire, je vous ai envoyé une facture, il y a un extranet. Dans l'extranet, il y a l'explication de la facture. Si vous voulez aller le vérifier, vous n'avez qu'à y aller. Sauf que les quantités sont telles et la compréhension même des métriques de facturation sont évidemment limpides et transparentes. C'est pas facile de comprendre ce qu'on paye et encore moins de l'anticiper. Donc en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce vers quoi on va, c'est ça. C'est monitorer tous ces sujets-là pour être capable de comprendre ce qui s'est passé sur la facture, l'usage, etc. Parce que ça peut être l'éditeur, ça peut être le loueur, ça peut être l'opérateur téléphonique, peu importe. Ça peut être aussi un mauvais usage en interne, c'est-à-dire je peux faire du on-demand en interne, donc j'ouvre des serveurs, j'ouvre des licences, etc. Puis je ne les referme pas. Et puis la facture augmente, et puis après ça rentre dans le PNL et ça fâche. Donc oui, nous, un gros sujet dans les années à venir, là, c'est d'investir beaucoup là-dessus, c'est mesurer tout ce qui est fait à l'usage et qui est facturé sur des UO d'utilisation. Moi, mon sujet, c'est dans la lignée de ça. On voit que ça se complique. Il y a des œuvres un peu dans tous les sens, des leviers de FinOps, d'optimisation financière dans tous les sens. C'est presque un métier qui se développe au sein des DSI et qu'il faut accompagner. Il faut arriver à maîtriser autant que possible, parce que tous les ans ça bouge et tous les ans il y a des éléments. Et je pense que l'intelligence artificielle va en rajouter d'autres et d'autres encore. Donc voilà, j'ai vraiment un sujet de maîtrise dans la durée de ça. Ça va être un des challenges des prochaines années. Rien. Nous, de notre côté, je dirais qu'on a les deux pans. De toute manière, vu qu'on est éditeur et on est cloud, on subit aussi on le vit, le cloud. Et je pense que je mets au défi n'importe qui de maîtriser une calculette de cloud et de faire un prévisionnel de ses coûts cloud. Même nous, en tant qu'éditeur, on est bien malin de le faire, si ce n'est sur le passé connu. Mais on sait aussi très bien que parfois, ne serait-ce que vouloir parfois jouer de 10%, ça nous fait upscaler sur une machine supplémentaire. Et donc là, on peut exploser des coûts. Donc ça, c'est la maîtrise déjà de ces coûts-là. D'autant plus dans un environnement qui souhaite consommer de l'IA, au-delà de souhaiter en faire. On voit bien, même ne serait-ce qu'aujourd'hui, je pense que les conférences IA sont toutes bookées, parce que ne serait-ce que par curiosité, ou en tout cas, il faut y aller. On n'a pas le choix, c'est comme il y a 20 ans, il fallait y aller. Ouais. Mais on a, nous, parfaitement conscience de pourquoi est-ce qu'il faut y aller. Enfin, déjà de se poser la question pourquoi et comment on va le consommer. Et donc, comment est-ce que ça va impacter nos clients? Parce que Olivier le cite, et je pense que c'est important. Nous, on a un contrat hyper clair, et c'est comment est-ce qu'on reste le plus clair possible et le plus prévisible pour nos propres clients. On fait quand même une plateforme de pilotage budgétaire, il faut quand même qu'on soit hyper prévisible nous-mêmes. Et à la fin, nous, notre enjeu, c'est comment on facilite la vie de ces clients-là dans leur prévisionnel budgétaire, PNL, OPEX, CAPEX, peu importe la vision, on propose tout dans Abraxio. Et donc, du coup, c'est comment est-ce que cette vision sur laquelle on les accompagne, elle est toujours facilitée. Et facilitée, finalement, que ce soit un grand groupe, une belle ETI ou une belle PME, parce que dans nos 450 clients, on a la chance d'avoir de tout, et on a 35% d'ailleurs aussi de clients dans le public. Et on souhaite continuer à garder cette capacité, cette versatilité, à nourrir un peu tout le monde, ce qui n'est pas évident en tant que posture éditeur, mais si on veut pouvoir répondre à tout le monde, il faut avoir conscience de ça et continuer à le faire. Merci, et d'ailleurs je pense qu'on a démontré que quelle que soit la taille de la structure et quelle que soit la typologie de la structure, ces coûts IT sont un sujet où que se situent finalement les machines. Je rôle la régie, est-ce qu'on a le droit de prendre une question dans le public? Ok, une question dans le public, est-ce qu'il y en a une? Oui. Alors peut-être on pourrait, je vais passer mon micro, ce sera plus simple. Alors juste une petite question, j'étais tout à l'heure sur un atelier sur la sécurité avec l'IA, des choses comme ça. Et
Et je me posais la question, alors en sécurité, il y a des mécanismes, il y a des outils qui alertent quand il y a une faille de sécurité. Est-ce que sur le cloud, il y a des systèmes qui alertent quand la facture dérive, avant que la facture arrive? Alors moi je peux répondre pour notre part chez Abraxio, bien sûr que non. En tous les cas, on ne nous les propose pas et on est des partenaires très très proches, notamment de Microsoft. Non, clairement non. Alors après, bien sûr qu'il y a aussi des éditeurs qui se sont mis sur ces créneaux, hein. Mais c'est encore une autre solution et qui d'ailleurs généralement se rémunère aux réductions de coûts. Sur les modèles un peu imprévisibles, Olivier. Un complément peut-être, Olivier peut-être ou Emmanuel, je ne sais pas. Moi, j'ai pas d'alerte, hein. On subit, on essaie d'anticiper, on met des provisions, on estime des volumes et puis on voit à l'arrivée sur quoi ça tombe. Mais non, il y a vraiment une part de doigt mouillé qui est significative, hein. Bon, merci pour la question, parce que du coup, moi, je suis concerné. Mais effectivement, c'est tout l'objet de l'appli qu'on a développée, mais on ne peut pas prévoir et on n'est pas alerté. Par contre, on évite toute dérive, c'est-à-dire que l'actualisation d'une facture, c'est mensuel, voilà, donc on subit la facture. Par contre, ça permet, de ne pas laisser traîner et d'intervenir trop tard. Donc ça veut dire que c'est immédiatement on est mis au courant. Et quand immédiatement on est mis au courant, ça permet auprès du fournisseur, de l'éditeur, de l'opérateur, enfin quel que soit ce qu'il fournit, d'aller vers lui et de lui dire non, ça, c'est net. Dans votre contrat, vous auriez dû nous prévenir ceci, etc. Donc ça permet en tout cas aux achats, à la DSI, à la finance, etc., d'aller vers le fournisseur en disant une fois mais pas deux. Alors après, c'est plus difficile à faire auprès de Microsoft que de SFR, hein, on est d'accord. Mais ça a au moins le mérite de prévenir tout de suite les gens qui subissent ça. Et merci, ou d'Orange, ou de Bouygues, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il faut citer les... Ça permet de citer trois opérateurs. En tout cas, merci à nos participants, Olivier Sigler, DSI du groupe Pierre Fabre, Adrien Coussat, DG et cofondateur d'Abraxio, et Emmanuel Rousseau, PDG de l'Iséthique. On peut, je pense, les applaudir bien fort.